Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est prononcé à la mi-novembre en faveur du plan de Donald Trump pour la bande de Gaza, plan qui prévoit notamment l'établissement d'une force internationale. Que penser de ce plan? À quoi ressemble la situation sur place? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Le soir. Repensons notre quotidien. Et comme souvent, quand on parle du Proche-Orient dans ce studio, on accueille Pauline Hoffman, la chef adjointe du pôle international, notre référente sur cette région du monde. Bonjour Pauline. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être là. Face à vous, on accueille également la rapporteuse spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour venir discuter en studio avec nous. Pauline, est-ce que vous pouvez d'abord rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, nos spectateurs et spectatrices qui est Francesca Albanese? Oui, donc Francesca Albanese, vous êtes italienne, vous êtes juriste, vous avez été nommée en 2022 à un poste hautement exposé qui est celui de rapporteuse spéciale pour les territoires palestiniens occupés. En gros, votre travail, c'est d'analyser les violations des droits humains en Cisjordanie et à Gaza et de produire des rapports juridiques que tout le monde peut lire d'ailleurs sur le site de l'ONU. Dès votre nomination, vous avez été très critiquée par le gouvernement israélien et comme d'ailleurs votre prédécesseur, vous n'avez pas accès au territoire palestinien puisque le gouvernement israélien vous empêche de rentrer dans ces territoires-là qui sont sous son contrôle. Cette année, vous avez été visé par des sanctions américaines. C'est une première pour une personnalité mandatée par l'ONU. Et récemment, vous avez aussi publié un livre qui s'appelle « Quand le monde dort » qui reprend les paroles et des portraits de Palestiniens et de Palestiniennes. On a beaucoup de questions à vous poser. On va essayer d'être... tout à fait simple et logique dans notre structure aussi. Un petit peu d'actu d'abord. Je le disais en lancement, cette semaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc validé, a approuvé le plan Trump pour Gaza. D'après vous, c'est une bonne nouvelle? Honnêtement, la bonne nouvelle, c'est le Conseil de sécurité se réunit et arrive à passer une résolution. La mauvaise nouvelle, c'est le contenu de cette résolution, qu'en fait ne se conforme pas au droit international, qui, il faut le rappeler, se retrouve dans ce que la Cour de justice, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de faire le mois de juillet 2024, c'est-à-dire de mettre fin à son occupation illégale de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est à travers le fait de retirer les troupes, de démanteler les colonies et de arrêter d'exploiter les ressources naturelles, les ressources économiques des Palestiniens et à la fois d'indemniser les Palestiniens tout en permettant le retour de ceux qui ont été déplacés. Ça, c'est ce qu'il faut faire sans négocier, sans des conditions. Alors voir un départ autant fort, 180 degrés du Conseil de sécurité vis-à-vis ce que le droit international dit, parce que c'est ça que cette résolution fait. Elle dit, elle établit une administration qui va contrôler Gaza, sans parler des crimes qui ont été commis, en parlant de développement économique, mais sans aucun intérêt et aucune attention pour la vie des survécus au génocide, sans parler de l'occupation israélienne qui va être gérée et renforcée par l'occupation américaine, et sans parler des États de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Se dire qu'il y a une initiative qui vient conforter un cessez-le-feu, il faut pas la saluer? Ça reste positif. Mais vous l'avez vu, le cessez-le-feu, ou vous avez seulement lu ce qui disent les États-Unis et accompagné par l'amplification de l'Union européenne et d'autres? Parce que les Palestiniens n'ont pas vu un jour de cessez-le-feu. Les conditions du cessez-le-feu n'ont jamais été respectées. Dès le jour où le cessez-le-feu a été annoncé, 250 Palestiniens et plus ont été tués à Gaza seulement, sans compter cela en Cisjordanie, et Israël a violé 130 fois le cessez-le-feu. L'aide humanitaire ne rentre pas. Il y a eu des camions qui amènent des biens commerciaux, c'est-à-dire des choses que les Palestiniens doivent payer. Et en plus, vous voyez qu'est-ce qui se passe à Gaza, où des millions de personnes sont sous la pluie, dans des tentes qui sont inondées par l'eau. Il n'y a pas de cessez-le-feu. D'ici quelques jours, fin novembre, l'Allemagne a décidé de reprendre ses exportations militaires à destination d'Israël. Ils avaient un petit peu dit qu'ils allaient les limiter, en tout cas. On est plus de 2 ans après le 7 octobre. Les pays européens n'ont jusqu'aujourd'hui jamais réussi à se mettre d'accord sur des sanctions à l'égard d'Israël.
Avec ce cessez-le-feu qui a été passé entre le Hamas et Israël, vous pensez que des sanctions servent encore à quelque chose? Elles sont encore nécessaires? Alors, tout d'abord, je trouve qu'il faut préciser deux choses. L'Union européenne, l'État de l'Union européenne se met d'accord sur le fait de ne pas imposer des sanctions à Israël. Parce que, en fait, le droit de l'Union européenne, les accords, les décisions de l'Union européenne ne dépassent pas et ne peuvent pas contredire les obligations qui ressortent du droit international et des traités internationaux. Les traités internationaux sont plus contraignants que l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Et alors, l'Union européenne est devenue disons un peu la fille de figue pour ne pas se conformer au droit international, mais dire oh mais c'est l'accord d'association. Non, les États membres doivent prendre des contre-mesures. Voilà, c'est la deuxième précision que je voulais faire. Quand il y a un État qui commet des violations du droit international et à savoir des crimes, on doit prendre des contre-mesures et couper les liens économiques, financiers et militaires, surtout militaires, c'est nécessaire. Ça, c'est les obligations de l'État, des États qu'ils peuvent faire, ils peuvent suivre même sans l'accord de l'Union européenne. Ça me semble en fait que le pouvoir n'a pas changé. Le pouvoir central, la gouvernance européenne reflète encore une posture coloniale et orientaliste, surtout envers les Palestiniens qui ont été, je le rappelle, victimes d'une agression, une des plus violentes de l'histoire moderne, et sans aucune idée de comment contraigner l'impunité israélienne. Et vous pensez que les États européens vont imposer un jour des sanctions à l'égard d'Israël ou que ça n'arrivera jamais? Ça dépend, mais ça dépend des gens. Ça dépend des États? Ça dépend on est dans des démocraties et en fait, la volonté, ça c'est le test pour l'Union européenne parce que il y a déjà un fait qui est que des millions et des millions d'Européens sont sortis dans la rue, ont protesté, ont occupé les gares des trains, les rues, les universités, à savoir les étudiants. Beaucoup parmi eux ont été souvent matraqués dans des pays européens. Des pays européens ont ressorti à des mesures qui ne sont pas conformes au droit international quand il s'agit de liberté d'expression et liberté aussi de protester. Et là, on voit que le pouvoir est en train de faire la même chose que d'habitude, mais ce qui peut changer, tout ça dépend des gens. Il faut qu'il s'organise mieux et il se structure mieux et il arrive à être stratégique envers le pouvoir qui autant violemment conflige avec le droit international. Depuis l'annonce, en tout cas, du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, l'attention médiatique, notamment, semble s'être un peu éloignée de Gaza. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous pouvez nous en dire plus sur la situation sur place? Oui, la situation sur place, comme je l'ai dit, est apocalyptique. Ça fait vraiment mal de continuer à voir ce qu'Israël continue à faire maintenant. Par exemple, il y a des Israéliens qui sont en train de briser le silence et confirment ce que moi et d'autres, on a dit depuis une année et demie, par exemple, que dans les prisons israéliennes, on viole les détenus palestiniens. Et de plus en plus, chaque jour, on a des éléments qui s'ajoutent et qui donnent une perspective horrible de ce qu'Israël continue à faire sans sentiment sans regret. Et là, est-ce que à mon avis, c'est intentionnel de détourner l'attention de la Palestine. En fait, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a une guerre au Soudan. Mais ça fait 3 ans que la guerre au Soudan a repris. Pourquoi tout d'un coup? Parce que on ne doit pas parler de Gaza, on ne doit pas parler de Palestine, parce que finalement, Israël est un allié des pays européens et ça fait partie de cette alliance aux États-Unis. Israël et les États-Unis n'ont jamais été autant visiblement partie d'un même projet.
On continue à parler de Gaza et de la Palestine, cette émission en est la preuve aussi. Très tôt, vous faites partie des gens qui avaient parlé très tôt d'un génocide à Gaza. Pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à cette conclusion avant toute une série d'instances internationales? Parce que je suis la relatrice des Nations Unies sur le territoire palestinien occupé, c'est là qui a la responsabilité et le mandat, en fait, de regarder le jour par jour ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé. En fait, j'établis, tout en ne pas pouvant me rendre à Gaza, comme dans le reste du territoire palestinien occupé, dès le début du début de mon mandat, en mai 2022, j'établis un réseau de contacts qui s'est renforcé avec le temps, mais c'est toujours tout de suite activé dès le octobre 2023. Au début, j'étais vraiment sceptique. Pendant les premières semaines du mois d'octobre, je parlais de nettoyage ethnique. Après une semaine, je disais, comme ma production académique et ma recherche ont toujours porté sur le dépeuplement forcé des Palestiniens depuis le 1947. J'ai dit, après une semaine, suite au 7 octobre, j'ai dit, il faut faire vraiment attention parce que Israël va tout détruire pour déplacer les Palestiniens. Comment je le savais? Parce que c'est ce qu'Israël fait quand il y a l'opportunité d'une guerre. Et là, au début, malgré ça, j'étais pas convaincue qu'il s'agissait d'un génocide jusqu'à quand j'ai bien compris c'est quoi un génocide. En parlant avec des historiens, en lisant la jurisprudence qui a été développée dans le cas du Rwanda, Bosnie, mais surtout en voyant que les actes correspondaient aux dictées de la convention à la définition à la convention sur la prévention et punition du crime de génocide. Le premier ministre israélien et son ancien ministre de la Défense sont sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. C'est évidemment la première fois dans l'histoire d'Israël que c'est arrivé. Pour vous, les événements de Gaza, c'est des événements qui ont acté une renaissance de la justice internationale, ou bien au contraire, c'est des événements qui ont acté la mort de la justice internationale, puisque ces mandats d'arrêt ne sont pas toujours mis en œuvre par une série de pays occidentaux. Je pense que le droit international n'est pas en souffrance en tant que, si on le regarde du point de vue de la compréhension, jamais j'ai vu pas seulement dans ma vie, mais en général, il n'y a pas d'autre exemple de l'histoire où il y a eu une sensibilisation pareille sur ce que est fait la Cour de justice internationale ou la Cour pénale internationale. Tout le monde en parle. Et alors, oui, alors la Palestine a réveillé une conscience légale et aussi a ressuscité l'opportunité de fonctionnement de la justice internationale, à savoir grâce à l'Afrique du Sud qui a mené Israël devant la Cour de justice pour génocide et aussi les autres cas qui se sont suivis, mais aussi la Cour pénale internationale qui d'un coup commence à investiguer après qu'elle avait un peu laisser le dossier à côté pendant 10 ans. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique des États de donner suite à ça. En fait, c'est une généralisation et même une essentialisation de ce qui se passe parce que il y a des États qui essaient de faire ce qu'il faut pour appliquer le droit, pour mettre en œuvre le droit, mais les États occidentaux avec les États-Unis chefs de file l'empêchent, même des États européens. La France, l'Italie et la Grèce ont donné l'autorisation à une personne qui est recherchée par la Cour pénale internationale, à savoir Benjamin Netanyahu, Premier ministre d'Israël, de survoler sous l'espace européen. L'Hongrie a reçu des leaders israéliens et en plus est sorti du statut de Rome. C'est très grave et on est en train de montrer les doubles standards jusqu'à la fin vis-à-vis par exemple de ce qui s'est passé contre Poutine et la Russie.
Vous n'êtes pas rapporteuse pour Gaza, vous êtes rapporteuse pour l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Ouais. En Cisjordanie, on a vu se multiplier des images d'actions, de scènes de violence perpétrées par des colons contre des Palestiniens. Est-ce que le gouvernement israélien fait quoi que ce soit pour endiguer ces phénomènes-là? Non, pas vraiment. Quand il y a la pression, parce que je le dis avec certitude, parce que ça n'a pas commencé hier, il y a 2 ans. Moi, j'ai vécu en Palestine, ça fait 15 ans, et les incursions, les attaques des colons contre les Palestiniens, des villages palestiniens ou les écoles étaient quotidiens. Chaque année, on reportait environ 1000 ou plus attaques, c'est-à-dire c'était plus que quotidien en fait. Maintenant, c'est dans les centaines chaque semaine. Alors, est-ce que le gouvernement israélien a jamais rien fait? Non, jamais. En fait, les seules fois quelques-uns des colons a été arrêtés, ils ont été libérés tout de suite. Et là, c'est plutôt quand il y a l'augmentation de la pression internationale qui critique Israël, ils font semblant de commencer, pas de commencer une investigation, mais quand même expriment outrage et après rien se passe. Parce qu'en fait, ces colons sont le 10% de la population israélienne qui est bien accommodée, installée dans le territoire palestinien occupé avec des services fournis par l'État en matière de transport, d'eau, d'électricité. Et ils font bien le travail pour Israël dans sa mission d'annexion et d'expansion de son contrôle dans ce qui reste de la Palestine. Voilà. Pour parler un petit peu de vous, depuis juillet 2025, les États-Unis vous ont placé sous sanction. Pourquoi et quel impact est-ce que ça a sur vous, sur votre travail au quotidien? L'excuse, la justification officielle est que je commets le crime de coopérer avec la Cour pénale internationale. À ce titre-là, c'est pour cela que vous êtes victime de sanctions? Je pense pas. Je pense que ça, c'est l'excuse parce que comme ça, ils n'ont même pas dû travailler à s'inventer une autre histoire parce qu'ils ont appliqué à moi l'ordre exécutif qui a frappé la Cour pénale internationale dans la personne des procureurs, du procureur principal, des autres procureurs et des juges. Pourquoi? Parce qu'ils ont investigué Israël. Et après, ils m'ont étendu le même ordre. En fait, la raison pour laquelle j'étais punie et je suis persécutée aujourd'hui, c'est que j'ai investigué. Je menais une enquête sur le secteur privé, les entreprises qui en fait font du business avec l'occupation illégale et même avec ils ont tiré des profits même pendant le génocide. Disons le 22% des entreprises que j'ai investiguées, et c'est la big tech, etc., mais d'autres aussi, sont aux États-Unis. Et en fait, déjà le mois de mi-mai, j'étais mise en garde parce que avec les temps pas pacifiques et conciliants cette administration emploie, on m'a ordonné de arrêter de harceler les pauvres compagnies américaines pour lesquelles, après, les États-Unis ont dit « je représente une menace ». Je suis, en fait, selon le langage des États-Unis, une menace à l'économie globale. Voilà pourquoi j'étais sanctionnée. Qu'est-ce que l'impact sur moi est sérieux et grave. D'abord, c'est un affrontement vers les Nations Unies. Ça s'est jamais entendu, jamais passé qu'on puisse prendre des mesures autant graves contre quelqu'un et moi, j'ai eu le soutien verbalement, ils se sont exprimés, les États membres des Nations Unies à mon soutien. Le problème, c'est que les sanctions sont encore là parce qu'il faut défier les États-Unis et personne aujourd'hui veut le faire, aucun État. Mais ma vie est assez affectée parce que les sanctions sont d'abord une forme de censure financière. Je peux pas ouvrir un compte bancaire nulle part et c'est compliqué parce que je peux pas être payé, je peux pas payer. Si par exemple, je veux commander un taxi en ligne, je peux pas le faire, je dépends toujours de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal, mais en plus, pourquoi? Mais aussi, il y a des sanctions, des amendes financières jusqu'à $1 million pour toute personne américaine. Moi, j'ai une fille américaine
qui ont des relations économiques avec moi. Et même offrir un café, c'est une relation économique. Et il y a aussi la menace d'arrestation jusqu'à 20 ans. Vos propos régulièrement agacent toute une série de personnes. Et puis, par ailleurs, au-delà de ça, vous êtes régulièrement aussi accusé d'antisémitisme. Comment est-ce que vous répondez à ces critiques-là? Oui, maintenant, je pense qu'il y a un millier de gens. Il inclut le Papa Francesco, le pape et le secrétaire général des Nations Unies qui sont accusés d'antisémitisme. Même des Juifs eux-mêmes sont accusés d'antisémitisme parce que, en fait, on départ de ce qui est l'antisémitisme, qui est vrai, qui existe, qui est redoutable et horrible, mais est encore là, qui est la discrimination, la violence contre les Juifs en tant que tels. En fait, on pourrait le comprendre selon son étymologie, qui est la haine et la discrimination envers les sémites. Mais on reste là, c'est entendu dans le langage commun comme la discrimination contre les Juifs. C'est un phénomène surtout européen et occidental dont on ne s'est pas libéré. Mais au lieu de se concentrer sur ça, la discrimination contre les Juifs en tant que telle, on s'adresse à ceux-là qui critiquent l'État d'Israël. Moi, la religion de l'État d'Israël, ça m'intéresse d'aucune façon. Je ne critique pas ce qu'Israël est, mais ce qu'Israël fait. Et le fait que je demande et j'exige, comme tout expert international, qu'Israël respecte le droit international, ne pratique pas l'apartheid, ne commet pas des actes de génocide et des crimes de guerre, pour me silencer ou pour me museler, on m'attaque d'antisémitisme parce que franchement, c'est paralysant. Je le comprends pourquoi ça fait peur, parce que personne ne veut être diffamé. Vous avez un style qui est beaucoup plus frontal que celui de votre prédécesseur Michael Link à l'époque. Vous avez des positions qui sont plus tranchées que lui, avec un style, une manière de vous exprimer qui est peut-être un peu moins ronde. Pourquoi est-ce que ça risque pas d'ouvrir un peu votre flanc à la critique? On vous accuse d'être militante, de vous éloigner de votre rôle de juriste en ayant ce style-là. Je me demande si vous avez vraiment écouté Michael Link, parce que je trouve pas du tout qu'il était plus ronde que moi. Ce qui est différent, que je suis la relatrice spéciale des Nations Unies au moment d'un génocide que j'ai documenté pour 770 ou 71 jours, le jour par jour. Et je ne vois rien qui touche le cœur des gens. Combien de fois je dois répéter les mêmes choses? Oui, peut-être mes mots, ou mon style, ou mon ton, à un certain moment, oui, perd un peu de ronde. Mais moi, j'ai plus honte de ceux-là qui ne perdent pas l'hypocrisie, qui les amène à défendre et à commettre un génocide. Sinon, non, je pense que Michael Link a dit Michael Link est celui-là qui a dénoncé l'apartheid. Le premier à dénoncer l'apartheid dans des relations d'un relateur spécial. Michael Link est celui-là qui avait le rapport sur l'occupation illégale et il utilisait des mots très durs. Il était aussi beaucoup moins présent sur les médias. C'est l'intensité aussi de ce propos qui est... c'est comme un hammering. Un matraquage, ouais. En mai 2025, votre mandat onusien a été renouvelé dans une période pourtant compliquée, pour 3 ans encore. Vous pensez qu'après vous, il y aura encore un rapporteur spécial pour les territoires palestiniens occupés? Laissez-moi éclaircir que le mandat est de 6 ans. En fait, c'était pas vraiment un renouvellement, c'est que au bout de 3 ans, on a la possibilité de revoir, si quelqu'un le demande, les méthodes ou la conformité aux règles des Nations Unies, parce qu'il y a eu des cas dans des mandats plus longs où il y avait des problèmes chez les rapporteurs, ils ont été pas confirmés. Mais mon mandat, finalement, malgré les critiques qui venaient d'être montées par des organisations, passez-moi le terme, et là, oui, je vais être pas ronde du tout, mais des organisations bidons qui écrivent des rapports bidons avec des accusations encore plus bidons et que, sont le véhicule pour diffamer n'importe qui, y inclut ma personne, au sein des Nations Unies. Et là, ils ont fait tellement de bruit, mais finalement, aucun État a soulevé la main pour dire non, on la veut plus. Aussi parce qu'ils savent
que je dis la vérité. Il faut aussi voir que quand je présente mes rapports aux Nations Unies, il y a les gens les ambassadeurs qui applaudissent. Ça s'est jamais vu. Moi, ça m'a choqué aux Nations Unies parce que j'ai jamais vu ça. Et finalement, ça, c'est la contradiction. Il y a la vérité et qui est claire et la négation de la même à travers les politiques des États, de quelques États membres en particulier. Et aujourd'hui, ça, c'est le défi. Moi, je sais que je suis en train de faire en tant qu'Européenne sur ce sol qui a aussi à un cœur garde la mémoire des millions de Juifs et d'autres qu'on a tués pendant l'Holocauste. Le jamais plus ça, c'est quelque chose qui est un impératif moral et catégorique pour moi et ça va me guider jusqu'à la fin de ça. Et je ne sais pas comment ça va se passer, mais si tout le monde faisait la même chose, on arrêterait le génocide et d'autres crimes demain. Merci beaucoup, Francesca Albanese, d'être passée en studio. Merci, Pauline, également. On remercie aussi tous nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices pour suivre toute l'actualité autour du Proche-Orient. C'est évidemment sur le site du Soir, dans le journal et dans notre application. Le Soir. Repensons notre quotidien.